Je suis Eric. J'ai 29 ans et ma propre mère m'a dit que je n'étais invité à un dîner de famille que par pitié. Avant de vous raconter comment la vente d'un vieux chalet a entraîné l'effondrement de tout leur monde, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer depuis 1 heure. Il est posé face contre terre sur mon comptoir de cuisine, vibrant contre le stratifié bon marché avec un bruit d'insectes en colère. Je n'ai pas besoin de le regarder. Je sais qui c'est. L'écran est probablement une constellation d'appels manqués de ma mère, Eleanor, de mon père, Richard, et de mon frère en or, Léo. Les aperçus de textos, j'en suis sûr, sont une série frénétique de questions et d'exigences en majuscules. Où es-tu? Appelle-moi maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Je prends une gorgée lente de mon café. Il est tiède, mais ça ne me dérange pas. Le silence dans mon petit appartement est une couverture bienvenue. Un contraste frappant avec la tempête qui, je le sais, fait rage à l'intérieur de leur vaste maison de banlieue. Pour la première fois de ma vie, leur panique ne me touche pas. Elle semble lointaine, comme regarder un film sur les problèmes de quelqu'un d'autre. Il y a 2 semaines, ce silence était une arme qu'ils utilisaient contre moi. Maintenant, il est à moi. Laissez-moi vous ramener en arrière. 14 jours. C'était un jeudi. L'air dans la salle à manger de mes parents était chargé de l'odeur de poulet rôti et du bruit de bavardage poli et insignifiant. Le lustre en cristal au-dessus de la table en acajou scintillait, chaque pendentif captant la lumière et projetant de minuscules arcs-en-ciel sur la nappe blanche immaculée. C'était beau, stérile et étouffant. J'étais assis au bout de la table, comme d'habitude, à côté d'une chaise vide destinée à un invité qui avait annulé. Une métaphore parfaite de mon rôle dans cette famille. Le bouche-trou. Léo tenait la cour, régalant tout le monde avec une histoire sur un accord que son entreprise venait de conclure. Mon père rayonnait, suspendu à chacune de ses paroles. Ma mère regardait Léo. Son visage un masque de pure adoration. J'essayais juste de passer le repas sans être remarqué. Puis les yeux de ma mère se sont posés sur moi. Le sourire sur son visage n'a pas vacillé, mais quelque chose dans ses yeux est devenu froid. Elle s'est penchée légèrement en avant, sa voix un murmure parfaitement modulé qui a pourtant traversé toute la pièce. « Eric, chéri, a-t-elle dit, juste assez fort pour que tout le monde entende. Je suis si contente que tu aies pu venir. Nous disions justement. Nous ne t'invitons que par pitié, tu sais. Alors, ne te sens pas obligé de rester longtemps. » Le cliquetis des fourchettes s'est arrêté. Ma belle-sœur Sarah s'est figée avec un morceau de poulet à mi-chemin de sa bouche. Mon père s'est raclé la gorge et a baissé les yeux sur son assiette. Et Léo? Léo a juste souri en coin. Une petite torsion cruelle de ses lèvres qui disait, « Tu vois, c'est ta place. » La chaleur a inondé mes joues. C'était une onde brûlante familière, mais pour la première fois, quelque chose d'autre s'est élevé avec elle. Pas de la colère, pas de la tristesse. C'était une clarté étrange et glaciale. J'ai regardé leurs visages, ces gens qui partageaient mon sang, et je les ai vus pour ce qu'ils étaient, des étrangers. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement posé ma serviette sur la table, pris mon verre d'eau et bu une petite gorgée pour me calmer. Puis j'ai souri. Un vrai sourire. Il n'a pas atteint mes yeux. J'ai reculé ma chaise et je me suis levé. Personne n'a dit un mot. Personne n'a essayé de m'arrêter. En sortant de cette salle à manger, de cette maison, j'ai senti leur regard collectif sur mon dos. Mais ce n'était pas un regard d'inquiétude. C'était un regard de renvoi. Ils pensaient que c'était juste une autre soirée où ils pouvaient m'effacer. Ils ne savaient pas que j'étais sur le point de les effacer de la seule chose qu'ils chérissaient le plus. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Ça s'est forgé. Le chalet au lac Marleau n'était pas juste du bois et des clous pour moi. C'était le seul endroit où je me sois jamais senti solide. Avant le décès de mon grand-père Arthur, c'était notre sanctuaire. C'était un homme calme, charpentier de métier, avec des mains calleuses et gentilles. Il sentait les copeaux de cèdre et le tabac à pipe, une odeur qui me semble toujours plus familière que les désodorisants coûteux de mes parents. Il me réveillait avant l'aube, sa main secouant doucement mon épaule dans la lumière tamisée du loft. « Allez, gamin, » chuchotait-il. Le lac attend. Nous descendions jusqu'au quai, les planches de bois fraîches et humides sous nos pieds nus.
Le monde était silencieux à l'exception du clapotis de l'eau contre les poteaux et de l'appel lointain d'un plongeon huard. Le lac était une feuille de verre argenté retenant le reflet des pins et le ciel pâle d'avant l'aube. Il mettait une canne à pêche dans mes mains, les siennes couvrant les miennes, me montrant comment lancer la ligne en un arc fluide et facile. Nous n'attrapions pas toujours quelque chose. Ce n'était jamais le but. Le but était la camaraderie tranquille, le calme partagé. Le but était le sentiment d'être vu. Il me regardait, un vrai regard, et posait des questions sur mes dessins, mes projets scolaires, des choses dont personne d'autre dans la famille ne se souciait jamais. Il écoutait. Écoutez vraiment. Tu as un bon cœur, Eric, m'a-t-il dit un jour, les yeux rivés sur l'horizon, et un esprit vif. Ne laisse jamais personne te faire sentir petit. Après sa mort, le chalet aurait dû être mon héritage. Une continuation de cette paix. Il me l'a laissé dans son testament, les papiers clairs et irréfutables. J'avais 18 ans, mais mes parents, à leur manière subtile et insidieuse, l'ont annexé. Ils l'appelaient l'endroit de la famille. Une ressource pour tout le monde. Tout le monde sauf moi. L'été après le départ de grand-père Arthur, ils ont planifié le premier voyage en famille. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai entendu ma mère au téléphone avec ma tante, coordonnant qui aurait quelle chambre. Quand je lui ai posé la question, elle a fait un geste de la main dédaigneux. « Oh, chérie, c'est surtout pour les cousins. Tu ne t'amuserais pas, je me souviens du jour où il m'a donné la clé. C'était mon 16e anniversaire. Il venait de finir de remplacer la vieille serrure en laiton de la porte du chalet par une nouvelle, lourde et robuste. Il a pressé l'une des clés fraîchement taillées dans ma paume. Elle était encore chaude de la machine de découpe. Cet endroit garde nos souvenirs, Eric, a-t-il dit. Sa voix un grondement bas. Il garde une partie de mon âme et une partie de la tienne. Un jour, tu seras son gardien. Tu le protégeras. Je me suis accroché à cette clé comme si c'était un objet sacré. Je me suis accroché à ces mots comme à une promesse. Pendant des années, j'ai pensé que le protéger signifiait le préserver pour la famille, honorer sa mémoire en les laissant l'utiliser, en gardant la paix. Je n'ai réalisé qu'à ce dîner humiliant que le protéger signifiait tout autre chose. Cela signifiait le protéger d'eux. Cela signifiait protéger le seul morceau de mon grand-père et de moi-même qu'il n'avait pas encore réussi à ternir. Et cette réalisation a tout changé. Dans l'architecture de ma famille, il n'y avait que deux rôles, la pierre angulaire et la garniture décorative. Mon frère Léo était la pierre angulaire. Il avait 3 ans de plus, était charmant sans effort et réussissait de cette manière bruyante et tape à accent grave l'œil que mes parents admiraient. C'était celui qui avait obtenu le diplôme de commerce. Celui qui avait épousé une femme d'une bonne famille. Celui qui avait produit le premier petit enfant. Sa vie était une série de communiqués de presse que ma mère distribuait joyeusement à chaque rassemblement social. Et j'étais la garniture, le fantôme dans la machine. J'étais celui qui était calme, artistique, qui a choisi d'être architecte, une profession que mon père a un jour ouvertement qualifiée d'« entrepreneur glorifié ». J'étais une note de bas de page dans le bulletin familial. La disparité n'était pas seulement dans leurs éloges. Elle était tissée dans le tissu de nos vies. Quand Léo a figuré sur la liste du doyen lors de sa première année d'université, mes parents ont organisé une fête surprise pour lui. Quand j'ai reçu une bourse prestigieuse pour l'une des meilleures écoles d'architecture du pays, la réponse de ma mère a été « Oh, c'est bien, chérie. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de contribuer à ton fonds d'études ?» Il n'y a pas eu de fête, pas d'annonce. Mon succès était un poste budgétaire. L'exemple le plus flagrant, celui qui pique encore, a été ma remise de diplôme universitaire. C'était un moment énorme pour moi. Je sortais avec les honneurs, et j'avais été sélectionné pour recevoir un prix départemental spécial pour mon projet de thèse finale. J'ai dit la date à mes parents des mois à l'avance. 2 semaines avant la cérémonie, ma mère a appelé. « Eric, chérie, nous avons un petit conflit d'horaire. » Mon estomac s'est noué. « Quel genre de conflit ? » Eh bien, a-t-elle dit, sa voix légère. Léo s'est qualifié pour le tour final du tournoi de golf de son club le même week-end. C'est important. Ton père et moi devons être là pour le soutenir. Tu comprends, n'est-ce pas ? Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas. Maman, c'est ma remise de diplôme. Ça n'arrive qu'une fois.
Il y a eu un soupir à l'autre bout de la ligne. Lourde patience fabriquée. Eric, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une cérémonie. Ils t'enverront le diplôme par la poste. Le tournoi de Léo est une vraie compétition. Nous ne pouvons pas le manquer. Ils ne sont pas venus. Je suis resté assis là dans ma toge et ma toque, entouré des familles rayonnantes de mes amis. J'ai traversé la scène, serré la main du doyen et accepté mon prix sous les applaudissements polis d'étrangers. La seule personne de ma famille qui a appelé ce jour-là était grand-père Arthur. « Je suis fier de toi, fils », avait-il dit, sa voix grésillant au téléphone. Sacrément fier. Après son départ, il n'y avait plus personne pour même faire semblant de me voir. Mon existence est devenue purement fonctionnelle. J'étais celui qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelqu'un pour conduire ma tante à l'aéroport, celui qui était censé garder la maison et arroser les plantes quand ils partaient en vacances. Des vacances qui étaient souvent au chalet du lac Marlot. J'étais le fils fiable et invisible, un utilitaire, un fantôme qui payait quand même sa part des factures. Et j'ai laissé faire parce que je pensais que c'était le prix d'entrée dans cette famille. Je pensais que si j'étais assez utile, assez calme, un jour ils pourraient enfin me voir. Ce dîner a été le moment où j'ai réalisé qu'ils ne le feraient jamais. Ils ne le voulaient pas. C'était plus facile pour eux si je restais un fantôme. Survivre dans ma famille signifiait apprendre un ensemble de règles tacites. Règle numéro 1, les besoins de Léo passent toujours en premier. Règle numéro 2, ne pas créer de friction émotionnelle. Règle numéro 3, et la plus importante, connais ta place. Ma place était à l'arrière-plan. J'ai essayé de défier ces règles une fois quelques années après le décès de grand-père Arthur. Le chalet commençait à montrer son âge. Les balustrades du porche étaient lâches et la terrasse avait besoin d'être rénovée. Étant architecte, je voyais cela comme un projet d'amour. J'ai passé des semaines pendant mon temps libre à dessiner des plans détaillés, non seulement pour des réparations, mais pour une belle et subtile rénovation. J'ai conçu un porche moustiquaire qui se fondrait parfaitement avec la structure d'origine et un nouvel aménagement pour la cuisine qui la rendrait plus fonctionnelle pour les grands rassemblements familiaux. J'étais vraiment excité, pensant que c'était ma chance de contribuer à quelque chose de significatif, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. J'ai imprimé les plans, les ai mis dans un dossier professionnel et les ai apportés au dîner du dimanche. J'ai quelques idées pour le chalet. J'ai commencé en posant le dossier sur la table basse. Mon père y a jeté un coup d'œil sans intérêt. Quoi donc? Il a besoin de travaux, et j'ai pensé. J'ai dessiné des plans, un moyen de le moderniser tout en préservant le design original de grand-père. Léo, qui faisait défiler son téléphone, a ricané. Tu veux le moderniser? C'est un chalet, Eric. Pas une de tes boîtes en verre. Ce n'est pas une boîte en verre, ai-je dit, la voix serrée. C'est un moyen de le faire durer encore 50 ans pour nous tous. Mon père a finalement pris le dossier, a feuilleté les 2 premières pages d'un coup d'œil rapide et l'a reposé. Léo a déjà engagé un entrepreneur, a-t-il dit platement. Il commence le mois prochain. C'est géré. Je l'ai juste fixé. Tu as engagé un entrepreneur sans même me demander? Je suis architecte. Je l'aurais fait gratuitement. Ma mère est intervenue, son ton apaisant, comme si elle parlait à un enfant. Chérie, c'est gentil. Mais cela nécessite un professionnel. Léo a trouvé une entreprise très réputée. Nous ne voulons pas te farder. Me farder. Ma passion, ma profession, mon cadeau à la famille était un fardeau. Les plans dans lesquels j'avais mis tout mon cœur ont été rejetés sans une seconde pensée. J'ai appris ma leçon ce jour-là. Mes compétences n'étaient pas pertinentes. Mes contributions n'étaient pas souhaitées. Mon rôle était de me taire et de ne pas gêner. Alors je l'ai fait. Je me suis retiré davantage dans mon travail, dans ma propre vie. J'ai construit un petit cercle d'amis qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Ma meilleure amie, Chloé, une avocate vive comme l'éclair que je connaissais depuis l'université, était mon roc. Elle voyait la dynamique pour ce qu'elle était. Ce sont des vampires émotionnels, Eric, me disait-elle autour d'une bière. Tu dois poser des limites. Je savais qu'elle avait raison, mais je n'étais pas prêt. Une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir que si j'attendais assez longtemps, il changerait. J'ai appris à survivre dans le silence qu'ils attendaient de moi.
J'en suis devenu un expert. Je pouvais passer tout un repas de fête en disant moins de 20 mots. Je suis devenu un maître du hochement de tête évasif, du sourire poli et vide. J'existais à la périphérie, un observateur silencieux d'une famille dont j'étais censé faire partie. Le silence est devenu mon armure, mais c'était aussi ma cage. La nuit de ce dernier dîner, l'air était différent. Il y avait un courant sous-jacent de tension qui n'avait rien à voir avec moi. Quelque chose à propos d'une entreprise commerciale de Léo. Mais comme toujours, j'étais la cible la plus facile, une soupape de décharge pratique pour leur stress. Quand ma mère a lancé sa phrase « Nous ne t'invitons que par pitié », ce n'était pas seulement les mots. C'était la façon de le dire, la cruauté désinvolte, la performance publique. C'était conçu pour me remettre à ma place, pour rappeler à tout le monde dans la pièce mon statut. Et les réactions, c'était un cours magistral de trahison familiale. Sarah, ma belle-sœur, a eu la décence d'avoir l'air momentanément choquée, mais elle l'a rapidement masqué, sa loyauté fermement acquise à son mari. Mon père, Richard, l'homme qui aurait dû défendre son fils, a simplement étudié le motif de son assiette comme s'il détenait les secrets de l'univers. Son silence était le son le plus fort dans la pièce. C'était une approbation des mots de ma mère. Mais c'est le visage de Léo que je n'oublierai jamais. Ce petit sourire triomphant. C'était le regard d'un roi regardant un bouffon de cour se faire remettre à sa place. Il n'y avait aucune sympathie, aucune lueur de connexion fraternelle. Il n'y avait que de la satisfaction dans ce moment cristallin unique. Des années de ressentiment silencieux, d'insultes avalées et de réalisations négligées se sont agglomérées en un seul point de certitude froide et dure. L'espoir que j'avais nourri pendant des années, l'espoir fou et enfantin qu'il se réveillerait un jour et me verrait est mort. Il n'est pas mort d'une mort dramatique. Il s'est juste évaporé. Alors que je me tenais là à les regarder, j'ai ressenti un profond sentiment de détachement. C'était comme si je flottais au-dessus de la scène en regardant une pièce de théâtre et j'ai réalisé que je ne voulais plus être dans cette pièce. Je ne voulais pas connaître mes répliques. Je ne voulais pas jouer le rôle du fils reconnaissant et pitoyable. Alors, j'ai souri. C'était une sensation étrange. Les muscles de mon visage semblaient raides et habitués à former cette expression particulière en leur présence. C'était un sourire de finalité, un sourire qui disait « D'accord, je comprends maintenant ». Fin de la partie. Je suis sorti. La lourde porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un clic. Et avec ce son, une vie d'obligation est tombée. Je suis resté assis dans ma voiture dans leur allée pendant 1 minute entière, le moteur éteint, juste à respirer. La lumière du lustre de la salle à manger se déversait sur la pelouse manucurée. À l'intérieur, je savais que la conversation avait déjà repris comme si de rien n'était. Mon départ était un non-événement. Mais alors que je rentrais chez moi ce soir-là, les lumières de la ville flouent à travers mon pare-brise, quelque chose en moi ne s'est pas brisé, ça s'est forgé. Les années passées à être traité comme du verre m'avaient finalement rendu incassable. Le fantôme était sur le point d'apprendre à hanter. 2 jours se sont écoulés dans un flou silencieux. Je suis allé travailler, j'ai esquissé des plans pour un nouveau projet commercial, et je n'ai répondu à aucun appel ou SMS de ma famille. Je m'attendais à ce qu'ils remarquent mon silence, mais bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Pour eux, mon silence était normal. C'était mon paramètre par défaut. Le samedi matin, je nettoyais ma boîte de réception quand mon pouce a plané sur la notification du chat de groupe familial. Je l'avais mis en sourdine il y a des mois. Un petit acte d'auto-préservation. La curiosité, comme une démangeaison morbide, a eu raison de moi. J'ai tapé pour l'ouvrir et c'était là. Ma deuxième trahison, cette fois sous forme numérique. Il planifiait le voyage annuel du 4 juillet au chalet du lac Marleau. Le fil de discussion faisait des douzaines de messages de long. Ma mère, Éléanore, était en mode commandant complet, déléguant les tâches et attribuant les chambres comme un général 4 étoiles. Éléanore, Léo, toi et Sarah prenez la chambre principale, bien sûr. Richard et moi prendrons la chambre d'amis en bas. Léo, parfait. J'apporte le nouveau grill. On va enfin pouvoir faire un barbecue sérieux. Sarah, j'ai trouvé les t-shirts patriotiques assortis les plus mignons pour tout le monde. Je les commande? La photo sur le porche sera parfaite. J'ai fait défiler, mon pouce bougeant mécaniquement vers le bas de l'écran. Message après message.
Attribution de la nourriture, horaire de navigation, liste d'invités qui incluait des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois. Pas en tant qu'invité, pas en tant que propriétaire, pas du tout. C'était comme si je n'existais pas. Puis je l'ai vu. Un message de Sarah à ma mère. Sarah, et pour la chambre d'Eric? Devrions-nous la garder libre au cas où? Mon cœur a fait un petit battement stupide et plein d'espoir pendant une fraction de seconde. Eleanor, oh, s'il te plaît. Il ne vient jamais de toute façon. Et après son petit acte de disparition l'autre soir, je doute que nous ayons de ses nouvelles. Nous utiliserons sa chambre pour stocker les glacières. C'est bon. Le battement est mort, remplacé par une pierre froide et lourde dans mon estomac. Stockage supplémentaire. Ma chambre, le loft où grand-père Arthur avait l'habitude de me réveiller pour la pêche, était maintenant désigné comme un placard pour la bière et la salade de pommes de terre. Mais le coup final, celui qui a vraiment coupé le dernier fil, est venu de mon frère. Léo, bien vu, maman. Et, que quelqu'un s'assure de prendre la clé d'Eric avant de partir. Ce n'est pas comme s'il l'utilisait jamais, et je ne vais pas attendre qu'il se souvienne de la déposer. Sa clé, la clé que grand-père Arthur avait pressée dans ma main. Le symbole de sa confiance, de ma tutelle. Dans leur esprit, c'était juste un morceau de métal qui leur accordait l'accès à leur terrain de jeu estival. J'ai fermé l'application, ma main tremblant légèrement. J'ai fixé l'écran vide de mon téléphone. La trahison n'était pas seulement dans leurs mots. Elle était dans le sentiment de droit désinvolte et irréfléchi. Le chalet n'était pas un héritage familial pour eux. C'était une commodité. Et je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais un inconvénient, un gardien dont ils ne ressentaient plus le besoin de demander la permission. C'est à ce moment-là que l'idée vague de justice a commencé à s'affiner en un plan très spécifique et très réalisable. Ils voulaient le chalet. Ils le tenaient pour acquis. Ils n'avaient aucune idée que le sol sur lequel ils planifiaient si nonchalamment leurs vacances était sur le point de se dérober sous leurs pieds. La colère était un feu froid et propre maintenant. Ce n'était pas la rage chaude et désordonnée d'une crise de colère. C'était l'énergie concentrée d'un chalumeau prêt à couper à travers l'acier. Ce même après-midi, encore engourdi par la découverte du chat de groupe, j'ai décidé de faire un ménage financier attendu depuis longtemps. J'allais me démêler d'eux de toutes les manières possibles. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne et c'est là que j'ai trouvé la troisième trahison. Celle-ci était plus froide, plus calculée, et à certains égards bien plus sinistre. Cela a commencé par un email de routine de ma banque quelques jours auparavant, un email que j'avais ignoré. L'objet était « Rappel de paiement de taxes foncières ». J'avais supposé que c'était pour mon propre petit condo, mais maintenant, avec la suspicion comme nouveau guide, je l'ai ouvert. La propriété listée n'était pas la mienne. C'était l'adresse du chalet du lac Marleau. J'ai froncé les sourcils. C'est impossible. Je n'avais jamais mis en place de paiement automatique pour ça. Mon père avait toujours géré les taxes foncières, m'envoyant une facture pour ma part chaque année, une part qui, je le réalisais maintenant, était probablement le montant total. J'ai cliqué sur les résumés de mes comptes, creusant plus profondément que je ne l'avais jamais fait auparavant, et il était là, un compte chèque conjoint que je ne reconnaissais pas. Les titulaires du compte étaient listés en gras. Eric R. Davenport et Eleanor Monsieur Davenport. Mon souffle s'est coupé. J'ai cliqué sur les détails du compte. Il avait été ouvert le jour de mon 18e anniversaire. J'avais un souvenir vague et brumeux de ma mère m'emmenant à la banque ce jour-là, disant que c'était pour m'aider à démarrer avec un compte correct. J'étais jeune, confiant. J'ai signé là où elle m'a dit de signer. J'ai regardé l'historique des transactions. Pendant 11 ans, cela avait été un compte fantôme avec un seul type d'activité, 2 gros débits par an, chaque année, un en mai, un en novembre. Le bénéficiaire de chaque transaction unique était le bureau de l'évaluateur fiscal du comté de Marleau. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon chalet. Ils avaient créé un compte secret à mon nom pour le payer, faisant de moi la partie responsable principale à mon insu et sans mon consentement. Ce n'était pas seulement de la négligence émotionnelle. C'était de la manipulation financière calculée. Mon nom, mon crédit, mon statut juridique, tout utilisé comme un bouclier pratique pour leur responsabilité. J'ai senti une vague de nausée. Comment pouvait-il? Comment ma propre mère pouvait-elle faire quelque chose d'aussi trompeur?
Elle avait utilisé mon 18e anniversaire, une étape de mon entrée dans l'âge adulte et l'indépendance, pour me lier légalement à elle d'une manière qui ne servait que ses propres intérêts. Tout s'est mis en place. Toutes les fois où mon père s'était plaint de la hausse des coûts du chalet. Toutes les fois où il m'avait fait sentir coupable de ne pas contribuer assez. C'était toute une performance, un mensonge. Il n'utilisait pas seulement ma propriété. Il me faisait payer pour le privilège d'être ignoré. C'était ça. C'était le point de non-retour. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés. Il s'agissait d'une violation fondamentale de la confiance. Il s'agissait de mon nom, de mes finances, de mon avenir. Il m'avait traité non seulement comme un fils invisible, mais comme une ressource à exploiter. Le feu en moi brûlait plus fort maintenant, plus chaud, mais ce n'était pas un feu de destruction. C'était un feu de raffinement. Il brûlait les derniers vestiges de doute, d'obligation filiale, de l'espoir fou qu'il pourrait jamais changer. Ce qui restait était une résolution pure, dure et inflexible. Je suis resté assis là dans la lueur de l'écran de mon ordinateur portable pendant longtemps. La preuve accablante du compte bancaire secret affiché en noir et blanc austère. Le bourdonnement de mon réfrigérateur était le seul son dans l'appartement. La ville dehors continuait son samedi, mais mon monde s'était arrêté puis redémarré avec un nouveau système d'exploitation terrifiant de clarté. La colère et la nausée se sont lentement apaisées, remplacées par autre chose, un calme profond, presque troublant. C'était le calme que l'on ressent dans l'œil d'un ouragan, une poche de calme absolu où l'on peut penser avec une clarté parfaite. Tout le chaos émotionnel, les années de confusion et de blessures avaient été dépouillés. Tout ce qui restait était la vérité, et la vérité exigeait une action. J'ai repoussé mon ordinateur portable, marché jusqu'à ma table à dessin et sorti une feuille de papier fraîche de mon carnet de croquis. J'ai pris un stylo à encre noire lourd, le genre que j'utilise pour les rendus architecturaux finaux. Le stylo semblait solide et substantiel dans ma main. Un outil de création ou, dans ce cas, de déconstruction. Je l'ai débouché et j'ai écrit 3 lignes au centre de la page. Mon écriture était stable, précise, chaque lettre soigneusement formée. Vendre le chalet. Couper tous les liens financiers. Auditer la succession du grand-père. C'était ça. Mon manifeste. Un plan en 3 points pour ma propre libération. Vendre le chalet. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de récupérer la seule chose que mon grand-père m'avait confiée. C'était reprendre la scène qu'ils avaient utilisée pour leurs photos de famille, leur fête d'été, leur vie parfaitement organisée. C'était imposer une limite si claire et si absolue qu'elle ne pourrait jamais être franchie à nouveau. Couper tous les liens financiers. C'était la frappe chirurgicale immédiate. Le compte secret était le premier à partir, mais je savais instinctivement qu'il pourrait y en avoir plus. J'allais passer en revue chaque morceau de papier, chaque relevé numérique, et couper mon onduleur comme un chirurgien retirant une tumeur. Il n'y aurait plus de compte partagé, plus rien de co-signé, plus d'enchevêtrement financier. Je serais une île. Auditer la succession du grand-père. C'était le Joker. La découverte du compte secret avait planté une graine de profonde suspicion. Mon grand-père était un homme méticuleux. Il semblait peu probable que son testament ait laissé la moindre ambiguïté. Pourquoi mes parents avaient-ils pu si facilement manipuler la situation? Y avait-il autre chose que je ne savais pas? Quelque chose dans les petits caractères des documents de succession? J'avais besoin d'un avocat, d'un professionnel pour tout regarder d'un œil neuf et impartial. La pensée était à la fois intimidante et électrisante. J'ai fixé les 3 lignes. Elles semblaient si simples sur la page, mais elles représentaient un changement sismique dans ma vie. Ce n'était pas un éclat émotionnel. Ce n'était pas un appel à l'attention. C'était un plan stratégique né non pas de la faiblesse, mais d'une force nouvelle et glaciale. J'avais fini de jouer le fantôme. J'avais fini d'être la note de bas de page. J'étais sur le point de devenir l'auteur du prochain chapitre. Et je savais avec une certitude qui s'installait profondément dans mes os que c'était un chapitre qu'il n'allait pas aimer lire. Lundi matin, je me suis réveillé avant mon alarme. Le plan sur mon bureau a été la première chose que j'ai vue, et cela m'a fait l'effet d'une décharge d'adrénaline. Il n'y a pas eu d'hésitation, pas de remise en question. À 8h01, j'ai passé mon premier appel, pas à un ami, pas à un thérapeute, mais à un homme nommé Daniel, un agent immobilier connu pour sa discrétion et son efficacité.
Chloé me l'avait recommandé il y a des lustres. Daniel, ici Eric Davenport, ai-je dit, ma voix égale. J'ai une propriété sur le lac Marlowe. Je dois la vendre. Je veux que ce soit fait discrètement et je veux que ce soit fait vite. Un acheteur au comptant serait idéal. Il y a eu une brève pause à l'autre bout. Le chalet Davenport. C'est un bien immobilier de premier choix, a-t-il dit, une note de surprise dans sa voix. Vous êtes sûr? Je suis sûr, ai-je dit. Envoyez-moi les papiers. J'ai l'acte juste ici. À 9 heures, l'acte était scanné et envoyé par email. Le premier domino avait été poussé. Mon arrêt suivant était la banque. Je suis entré non pas comme le fils timide, mais comme un client avec un problème qui nécessitait une solution. Je me suis assis avec la directrice de l'agence, une femme professionnelle nommée Maria. J'ai exposé la situation calmement et clairement, lui montrant le compte conjoint non autorisé. Son expression est devenue sérieuse alors qu'elle cliquait dans son système. Je vois, a-t-elle dit, ses lèvres se serrant. Ce compte a été ouvert avec vous comme titulaire principal. Votre mère est signataire secondaire. Vous avez tout à fait le droit de le fermer avec effet immédiat. Bien, ai-je dit. C'est ce que je veux faire. Et je veux un examen complet de tout autre compte, ligne de crédit ou instrument financier de quelque nature que ce soit qui a mon nom attaché dans cette institution. Ça a pris près d'une heure. Les doigts de Maria volaient sur le clavier. Au fur et à mesure qu'elle creusait, un froncement de sourcils s'approfondissait sur son visage. C'était pire que je ne le pensais. Mon nom était secondaire sur l'une des cartes de crédit de mes parents, co-signataire sur une petite ligne de crédit dont je n'avais jamais entendu parler, et listé comme garantie pour la protection contre les découverts sur leur compte chèque principal. J'étais leur filet de sécurité financier, et je ne le savais même pas. Un par un, nous avons tout démantelé. Fermer le compte, retirer le nom, révoquer l'autorisation. Chaque clic de sa souris était un coup de ciseau coupant un fil pour me libérer. J'ai signé une montagne de papier, ma signature ferme et décisive. Je suis sorti de cette banque en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le deuxième domino était tombé. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Chloé. J'ai tout étalé sur sa table de conférence polie. L'histoire du dîner, le chat de groupe, les relevés bancaires. Elle a écouté sans interruption, son expression passant de la sympathie à une fureur froide d'avocate. C'est incroyable, Eric, a-t-elle dit quand j'ai fini. Ce n'est pas juste un mauvais comportement. Le compte bancaire. Ça frise l'abus financier. Nous devons être prudents. C'est pourquoi je suis ici, ai-je dit en poussant la troisième ligne de mon manifeste à travers la table. Auditer la succession du grand-père. J'ai besoin de savoir si je rate quelque chose. Elle a regardé le papier, puis moi, un sourire lent et déterminé se répandant sur son visage. Maintenant, tu penses comme un avocat. Sortons les dossiers d'homologation originaux. Regardons le testament, les documents de fiducie, tout. S'il y a une faille qu'ils exploitent, nous la trouverons. Elle faisait déjà une liste. J'aurai besoin d'une provision, bien sûr, pour le travail officiel sur la succession, a-t-elle dit. Tout à faire maintenant. Bien sûr, ai-je répondu en sortant mon carnet de chèques. Quoi qu'il en coûte. L'héritage doit être protégé. En écrivant le chèque, j'ai ressenti un sentiment de pouvoir que je n'avais jamais connu. Je ne faisais plus que réagir. Je prenais le contrôle. Le troisième et plus important domino vacillait maintenant, prêt à tomber. Je construisais une forteresse. Et ma famille n'avait aucune idée qu'elle était déjà à l'extérieur des murs. Le reste de la semaine a été un calme étrange avant la tempête. J'ai exécuté mon plan avec l'efficacité tranquille d'un homme en mission. Le panneau, à vendre, qui a été posé au chalet était délibérément discret, placé par l'équipe de Daniel un mardi matin calme. L'annonce en ligne était privée, partagée uniquement avec une liste triée sur le volet d'acheteurs au comptant préqualifié. C'était une vente fantôme conçue pour être terminée avant même que quelqu'un de ma famille ne sache qu'elle avait commencé. Jeudi soir, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait « Tante Carole, la sœur de mon père ». Elle avait toujours joué le rôle de l'oreille sympathique, celle qui me prenait à part à Noël et chuchotait « Ne fais pas attention à ta mère, chérie. Elle est juste stressée ». J'avais autrefois pris ces chuchotements pour de la gentillesse.
Maintenant, je les voyais pour ce qu'ils étaient, un outil pour me garder apaisé, pour m'empêcher de faire des vagues. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Salut, tante Carole. Eric, chérie, je suis si contente de te joindre, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une inquiétude sirupeuse et pratiquée. Je parlais juste à ta mère. Elle se fait un sang d'encre pour toi. Elle a dit que tu as quitté le dîner si brusquement l'autre soir. Tout va bien? J'ai gardé ma voix neutre, un mur blanc. Je vais bien, tante Carole. Juste occupée par le travail. Oh, je sais que tu es toujours occupée, a-t-elle roucoulé. Mais ta famille te manque. Tu sais qu'il planifie le grand voyage du 4 juillet au chalet. Tu viens, n'est-ce pas? Ce ne serait pas pareil sans toi. Le mensonge flagrant était si audacieux. C'était presque impressionnant. Elle savait que je n'étais pas invité. Elle avait probablement fait partie de la planification. C'était une expédition de pêche aux infos. Je ne pense pas pouvoir venir cette année, ai-je dit simplement. Il y a eu une légère pause. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête alors qu'elle traitait cette nouvelle résistance inhabituelle. Oh, c'est dommage. Tout va bien entre toi et tes parents? Ta mère avait l'air si désemparée. C'était le test. Elle voulait des informations. Elle était l'agent de renseignement de la famille, recueillant des données émotionnelles pour faire rapport au quartier général. Pendant des années, je serais tombé dans le panneau. Je me serais confié à elle en espérant une alliée. Plus maintenant. Tout va bien, ai-je répété, la voix ferme. J'ai juste d'autres engagements. Je dois y aller, tante Carole, mon patron m'appelle sur l'autre ligne. C'était un mensonge, mais nécessaire. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. Je savais avec une certitude absolue que son prochain appel serait pour ma mère. Je viens de parler à Eric, dirait-elle. Il est très distant. Quelque chose ne va vraiment pas, qu'il le pense. Qu'ils commèrent. Qu'ils tissent leur théorie. Il cherchait un petit feu émotionnel qu'il pourrait facilement éteindre avec quelques excuses vides ou une dose de culpabilité. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait au bord d'un volcan et que le sol commençait déjà à trembler. Les appels, l'inquiétude feinte, tout cela n'était que du bruit. J'étais concentré sur le signal, sur le plan, et cela fonctionnait parfaitement. Le calme était sur le point de finir. Exactement 2 semaines après ce dîner fatidique, j'étais à mon bureau en train d'examiner un ensemble de plans quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de Daniel. Daniel, offre acceptée. Acheteur au comptant. Toutes les conditions suspensives levées. La clôture est accélérée. Les fonds seront transférés d'ici la fin de la journée. Félicitations, Eric. J'ai lu le texto 2 fois. Une vague de quelque chose au soulagement, triomphe, une pointe de tristesse m'a envahi. J'ai tapé en retour un simple « Merci, Daniel » et j'ai posé le téléphone. À midi, le chalet n'était plus à moi. L'acte était fait. Le souvenir était sauf. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Les retombées ont commencé à 17h17. Mon téléphone a sonné. C'était Léo. Je l'ai ignoré. Une seconde plus tard, un message texte est apparu. Léo, le code de la serrure est changé. Les Miller sont là et disent qu'ils possèdent l'endroit. Qu'est-ce que tu as fait, bordel, Eric? Les Miller, la gentille famille qui avait acheté le chalet. Daniel m'avait dit qu'ils étaient impatients d'emménager et de profiter de l'été. Il semblait qu'ils n'avaient pas perdu de temps. J'ai laissé le texto sans réponse. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. J'ai mis l'appel sous silence et les vannes se sont ouvertes. Une série de messages a afflué dans le chat de groupe familial, celui que j'avais laissé non lu depuis 2 semaines. Éléanore, Léo, qu'est-ce qui se passe? Sarah vient de m'appeler en pleurs. Une famille étrange est au chalet. Léo, c'est Eric. Ça doit être lui. Il ne répond pas à mes appels. Éléanore, Richard, appelle ton fils. Ce n'est pas drôle. J'ai regardé les notifications s'empiler sur mon écran de verrouillage, un monument numérique à leur panique. Puis sont venus les messages vocaux. Le premier était de ma mère. Sa voix serrée par la colère.
Eric Davenport. Tu me rappelles à l'instant. C'est une affaire de famille. Tu n'as aucun droit de prendre une décision comme celle-ci seule. Tu m'entends? Aucun droit. Le deuxième message vocal 1 heure plus tard était différent. Sa voix tremblait. La colère remplacée par une panique aiguë et tremblante. Eric, s'il te plaît chérie, rappelle-moi. Je ne comprends pas. Il y a un panneau vendu sur la pelouse. S'il te plaît, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu as fait? Le vrai chaos, cependant, a commencé le lendemain matin. C'est à ce moment-là que les alertes bancaires ont dû frapper leur téléphone. Un texto de ma mère. C'était juste une capture d'écran floue de son application bancaire. Des notifications rouges hurlaient sur l'écran, compte conjoint fermé. Protection contre les découvertes supprimées. Signataire de ligne de crédit révoquée. Elle n'a ajouté aucun texte. Elle n'en avait pas besoin. Quelques minutes plus tard, un appel de mon père. Je l'ai ignoré. Puis un texto. Papa, Eric. Problème bancaire. Appelle-moi. Un autre appel de Léo. Ignoré. Puis un texto qui était de la pure rage non filtrée. Léo, la banque vient de m'appeler. Ils rappellent mon prêt d'expansion commerciale. Ils ont dit que le compte de garantie est gelé. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? J'ai fixé ce dernier message et un sourire lent et froid s'est répandu sur mon visage. C'était le texto que j'attendais. Le dernier et plus important domino. Le travail de Chloé avait été rapide et minutieux. La garantie pour la précieuse entreprise de Léo, celle dont il était si fier, n'était pas les économies de mes parents. C'était tout autre chose. Quelque chose que grand-père Arthur avait laissé derrière lui. Le bourdonnement de mon téléphone était incessant maintenant, une vibration frénétique constante sur le comptoir. C'était le son d'un monde soigneusement construit qui s'effondrait. C'était le son de ma liberté. Ce soir-là, il y a eu un coup dur et insistant à la porte de mon appartement. Pas un coup, un martèlement. Je savais qui c'était. J'ai pris une profonde inspiration, marché jusqu'à la porte et regardé par le Judas. Mon père, Richard, se tenait là, le visage rouge, son costume coûteux froissé. J'ai ouvert la porte. Il est passé devant moi en trombe sans invitation. Ses yeux balayaient mon petit appartement modeste comme si c'était une scène de crime. Il a absorbé les meubles d'occasion, les piles de livres d'architecture, la pile soignée de papier sur ma table de cuisine. Est-ce vrai? A-t-il exigé, sa voix un grognement bas. Il n'a même pas dit bonjour. J'ai fermé la porte doucement et je me suis appuyé contre elle, croisant les bras. J'ai gardé ma voix parfaitement égale. Qu'est-ce qui est vrai? Ne joue pas à l'idiot avec moi, Eric, a-t-il claqué. Le chalet? Tu l'as vendu? Oui, ai-je dit. Il m'a fixé, l'incrédulité luttant avec la fureur dans ses yeux. Et les comptes, la banque. Tu as juste tout fermé. Oui, ai-je dit à nouveau. Sa mâchoire s'est serrée. Il a fait un pas de plus, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider, une tactique qui avait fonctionné quand j'avais 15 ans. Elle ne fonctionnait plus. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? La moindre idée. J'ai soutenu son regard. Je pense avoir une idée assez claire. La question est, est-ce que toi, tu l'as? Il a laissé échapper un long souffle tremblant, la colère se dégonflant légèrement, remplacée par une frustration brute et désespérée. Il a passé une main dans ses cheveux. D'accord, tu as fait valoir ton point de vue. Tu étais en colère. Tu te sentais exclu. On a compris maintenant. Tu dois arranger ça. J'ai failli rire. Arranger ça. Ça avait toujours été mon travail. Aplanir les choses. M'excuser pour des sentiments que l'on me disait ne pas devoir avoir. Être la personne la plus grande. Non, ai-je dit, et le mot était aussi solide que l'acier. Il n'y a rien à arranger. Et je n'ai pas fini. Il m'a regardé à ce moment-là. Vraiment regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu une lueur de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant quand il me regardait. La peur. Il réalisait que le fils qu'il avait toujours rejeté, le calme, le malléable, était parti. De quoi parles-tu? A-t-il chuchoté.
Je me suis dirigé vers la table de la cuisine et j'ai pris une seule enveloppe impeccable. C'était de Chloé. Le prêt commercial de Léo, ai-je commencé, ma voix froide et clinique. Il a obtenu ce prêt en utilisant une garantie, n'est-ce pas? Mon père a pâli. C'est les affaires. Tu ne comprendrais pas, oh, je comprends parfaitement maintenant, ai-je dit en jetant l'enveloppe sur la table devant lui. Je comprends que grand-père Arthur était un homme très intelligent. Il m'a laissé le chalet, mais il a aussi laissé autre chose, un fonds fiduciaire important, un héritage. Son visage est devenu cendré. Le truc, c'est que, ai-je continué, il l'a mis en place d'une manière très particulière. Le fonds devait rester intact jusqu'à mon 30e anniversaire, mais il a nommé un fiduciaire, quelqu'un pour le gérer. Et ce fiduciaire, c'était moi. Il a fait de moi le tuteur légal de cet argent le jour de mes 21 ans. Toi et maman n'étiez que des conseillers. Vous n'aviez aucun droit de l'utiliser comme garantie. Vous avez commis une fraude. La vérité a atterri dans le petit appartement avec la force d'un coup physique. Il a reculé d'un pas, sa main cherchant le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Tu as vendu l'héritage de notre famille, pourquoi? Par dépit, a-t-il finalement étouffé, l'accusation faible et creuse. Non, ai-je dit, ma voix s'élevant avec une colère froide et juste que j'avais réprimée pendant des décennies. J'ai vendu ma propriété, celle sur laquelle je paie les taxes avec l'argent d'un compte secret que ma mère a ouvert dans mon dos. Et je n'ai pas gelé le fonds fiduciaire par dépit. Je l'ai gelé pour protéger l'héritage de grand-père des gens qui l'exploitaient pour financer le style de vie de leur enfant doré. J'ai fait un pas vers lui et pour la première fois de ma vie, il a tressailli. Tu veux parler de famille, ai-je dit, la voix basse et dangereuse. Une famille ne traite pas un fils comme un prince et l'autre comme un fantôme. Une famille ne vole pas un enfant pour donner à un autre. Tu ne m'as pas juste ignoré. Tu m'as utilisé, mon nom, mon héritage, mon silence. J'ai pointé l'enveloppe sur la table. C'est une lettre de mon avocate, une vraie. Elle décrit les ramifications juridiques de ce que vous avez fait. Je te suggère de la lire et je te suggère de prendre ton propre avocat, parce que ce n'est que le début. Il a fixé l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Il ne l'a pas touché. Il m'a regardé une dernière fois, son visage une ruine de choc et d'incrédulité. Puis, sans un mot de plus, il s'est tourné et est sorti de mon appartement, fermant la porte doucement derrière lui. Le claquement avait disparu. Tout ce qui restait était un clic silencieux et dévastateur. C'était le moment où tout a changé. Le moment où j'ai enfin repris le pouvoir qu'il ne savait pas que j'avais. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez fait ce voyage avec moi. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences résonnent avec quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Après le départ de mon père, le silence qui remplissait mon appartement était différent. Ce n'était pas le silence solitaire et vide d'avant. C'était un silence riche et lourd, rempli du poids des choses dites et non dites. C'était le silence d'un champ de bataille après la victoire décisive. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la rue en contrebas. J'ai vu mon père monter dans sa voiture, mais il n'a pas démarré tout de suite. Il est juste resté assis là, la silhouette de sa tête visible contre les lampadaires pendant un long moment. Je me demandais ce qu'il pensait. Était-il en colère, honteux, ou calculait-il simplement le coût des dégâts? J'ai réalisé avec un étrange sentiment de détachement que je m'en fichais vraiment. Mon téléphone, qui vibrait sans arrêt, est devenu silencieux. Le barrage avait cessé. Ils se regroupaient, traitant la nouvelle réalité que je leur avais servie. 1 heure plus tard, une seule notification de messagerie vocale est apparue. C'était de ma mère. La curiosité a eu raison de moi. Je l'ai écoutée. Sa voix était presque méconnaissable. Le ton tranchant et impérieux avait disparu, remplacé par un murmure brisé et suppliant. Eric, fils, a-t-elle commencé, le mot « fils » sonnant étranger sur ses lèvres. Ton père m'a dit. Je ne sais pas quoi dire. Nous avons fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'essayais juste d'aider ton frère, de garder la famille stable. Je n'ai jamais voulu. S'il te plaît, tu es notre fils. Nous t'aimons.
Ne pouvons-nous pas simplement en parler? S'il te plaît, appelle-moi. Ton salaire seul ne peut pas suffire à engager ce genre d'avocat. Ne faisons pas de ça une bataille d'argent ou un divorce potentiel entre ton père et moi. Nous pouvons arranger ça. J'ai écouté le message et je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de colère, juste une vaste distance vide. Les mots étaient justes. J'ai fait une erreur. Nous t'aimons. Mais ils étaient creux. C'étaient les mots de quelqu'un qui avait été pris, pas de quelqu'un qui était vraiment désolé. Elle était désolée pour les conséquences, pas pour les actions. Elle était désolée que son filet de sécurité vienne de développer des dents et de mordre en retour. Elle était désolée que l'utilitaire silencieux et fiable ait soudainement coupé le courant de toute la maison. J'ai supprimé le message vocal. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de mon père et de Léo. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un acte d'assainissement. Je nettoyais ma vie, me débarrassant de la toxicité. Les jours suivants ont été calmes. Le silence de leur côté était absolu. J'imaginais les appels frénétiques passés à leurs banquiers, à leurs avocats, à quiconque voulait bien écouter. J'imaginais les disputes, les accusations, le blâme oscillant d'avant en arrière comme un pendule empoisonné. Pour la première fois, leur chaos était le leur. Cela n'avait rien à voir avec moi. Je me suis concentré sur mon travail. J'ai plongé dans le nouveau projet. Je concevais une bibliothèque communautaire. Je trouvais une paix étrange dans les lignes épurées, le flux logique de l'espace, la création de quelque chose destiné à être partagé librement et honnêtement avec tout le monde. C'était l'antithèse du chalet, un endroit qui était devenu un symbole d'exclusion et de possession. Le silence n'était pas une punition pour eux. C'était un cadeau pour moi-même. C'était le son de mes propres pensées, claires et ininterrompues. C'était le son de mon avenir, non écrit et enfin, complètement le mien. Une semaine après la visite de mon père, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. L'objet était simplement « Eric ». J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. C'était de Léo. Le ton était complètement différent de son dernier texto furieux. L'arrogance avait disparu. Dépouillé, laissant place à une supplique brute et désespérée. « Eric, je t'écris parce que je ne peux pas appeler. Je sais que tu nous as bloqués. Je ne connais pas toute l'histoire. Maman et papa sont en désordre. Tout ce que je sais, c'est que la banque va réclamer mon prêt dans 30 jours à moins que je ne puisse remplacer la garantie. Mon entreprise, tout ce pour quoi j'ai travaillé, va disparaître. Je sais que nous n'avons pas été proches. Je sais que j'ai été un con. Je le vois maintenant, mais c'est l'œuvre de ma vie. L'avenir de ma famille. Sarah et les enfants, s'il te plaît. Eric, je t'en supplie. Dégèle le fond. Juste pour un petit moment, juste assez longtemps pour que je trouve une nouvelle solution financière. Je te rembourserai. Je ferai n'importe quoi. Tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. Nous sommes frères. J'ai lu l'email 3 fois. L'homme qui avait écrit ça était un étranger. Le Léo que je connaissais ne supplierait jamais. Il exigerait, prendrait la pause et menacerait. Ce Léo était brisé. Une version plus jeune de moi aurait ressenti une pointe de culpabilité. Un moi plus jeune aurait vu sa douleur et se serait senti responsable. Un moi plus jeune aurait cédé parce que maintenir la paix, même à mes propres dépens, était ma fonction première. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai pensé à ces mots. Nous sommes frères, n'est-ce pas? Un frère n'aurait pas ricané pendant que j'étais humilié. Un frère n'aurait pas comploté pour prendre ma clé d'une propriété qu'il savait être la mienne. Un frère ne serait pas resté les bras croisés année après année pendant que j'étais traité comme un citoyen de seconde classe dans ma propre maison. Il se souvenait seulement que nous étions frères maintenant, qu'il avait besoin de quelque chose de moi, quelque chose que seul je pouvais donner. Il ne s'agissait pas de détruire sa vie. Il s'agissait de sauver la mienne. Lui permettre de continuer à utiliser l'héritage de grand-père Arthur comme sa caisse noire personnelle serait une trahison de tout ce pourquoi je venais de me battre. Cela signifierait que leur manipulation fonctionnait toujours. J'ai transféré l'email à Chloé. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Supplique de narcissique standard. Ne réponds pas directement. Laisse-moi gérer ça. J'ai suivi son conseil. 1 heure plus tard,
Un email formel rédigé par le cabinet de Chloé a été envoyé à Léo avec copie au nouvel avocat de mes parents. L'email était court, professionnel et brutal dans sa finalité. Il stipulait que toutes les communications concernant le Arthur Davenport Trust devaient être dirigées via un conseiller juridique. Il confirmait que le fonds était légalement et de droit sous mon seul contrôle, et qu'il resterait gelé en attendant un audit complet pour évaluer tout dommage encouru par son utilisation non autorisée comme garantie. Il concluait en déclarant que tout autre contact direct avec moi serait considéré comme du harcèlement. Le message était clair. La banque d'Eric était fermée. Les lignes de communication étaient coupées. Ce n'était pas une négociation. C'était une déclaration. La frontière que j'avais tracée autour de ma vie était maintenant électrifiée. Et je venais de faire comprendre que quiconque essayait de la franchir se brûlerait. 6 mois plus tard, je me tenais dans une salle de conseil au 45e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. La vue sur la ville était époustouflante. Une carte tentaculaire de verre et d'acier scintillant sous le soleil de l'après-midi. Mais je ne regardais pas la vue. Je regardais les visages des 5 personnes assises autour de la table en acajou poli. En tête de table se trouvait Monsieur Harrison, le formidable PDG de l'une des plus grandes sociétés de développement immobilier du pays. J'étais à la présentation finale du projet de bibliothèque communautaire. Mais il ne s'agissait plus seulement de la bibliothèque. Impressionné par mes conceptions initiales, le cabinet de Monsieur Harrison m'avait invité à présenter un concept beaucoup plus large, un projet de rénovation urbaine à grande échelle avec la bibliothèque comme pièce maîtresse. C'était le genre de projet dont je rêvais depuis que j'étais étudiant. C'était le genre de projet qui pouvait définir une carrière. Pendant leur passé, je les avais guidés à travers chaque détail, les matériaux durables, les espaces verts axés sur la communauté, la façon dont les structures étaient conçues pour maximiser la lumière naturelle. Je parlais avec une confiance que je n'avais jamais possédée auparavant. Ma voix était stable, mes arguments étaient clairs, et ma passion pour le projet était évidente dans chaque mot. Quand j'ai fini, la salle était silencieuse. Monsieur Harrison s'est penché en arrière sur sa chaise, tapotant un stylo contre son menton. Il m'a regardé, son expression illisible. Monsieur Davenport, a-t-il dit, sa voix profonde et autoritaire. Votre vision est ambitieuse. Mon cœur martelait contre mes côtes. Elle est aussi brillante, a-t-il continué, un sourire lent se répandant sur son visage. C'est exactement le genre de design avant-gardiste que nous recherchions. Le conseil est d'accord. Nous donnons le feu vert au projet, et nous voulons que vous dirigiez l'équipe de conception. Une vague de joie pure et non altérée m'a envahi. Je l'avais fait selon mes propres termes. Mon succès n'avait rien à voir avec le nom ou les relations de ma famille. Il était construit sur mon talent, mon travail acharné et ma vision. C'était une promotion, oui, mais cela ressemblait à une validation de toute mon existence. Plus tard dans la soirée, je célébrais avec Chloé dans notre restaurant italien préféré. Les 6 derniers mois avaient été transformateurs, non seulement professionnellement, mais personnellement. Avec le bruit de ma famille disparu, il y avait de la place pour que d'autres choses grandissent. Notre amitié, toujours forte, s'était approfondie en quelque chose de plus. À l'architecte en chef, a-t-elle dit en levant son verre de vin. Je n'aurais pas pu le faire sans mon conseil principal, ai-je répondu en trinquant contre le sien. Elle a souri. En parlant de ça, j'ai une mise à jour sur l'audit. J'ai senti un œuf familier se resserrer dans mon estomac. Oh, c'est terminé, a-t-elle dit, son expression devenant sérieuse. La bonne nouvelle est que nous avons récupéré la majeure partie du capital du fonds. La mauvaise nouvelle pour Léo est que l'entreprise est officiellement en faillite. Il a tout perdu. J'ai pris une gorgée de vin, la nouvelle s'installant sur moi. J'ai senti une lueur de quelque chose, mais ce n'était pas de la pitié. C'était une reconnaissance calme et solennelle de la conséquence. Et tes parents, ai-je demandé. Ils ont dû vendre la maison pour couvrir leurs frais juridiques et une partie de la dette, a-t-elle dit doucement. Ils ont réduit la voilure pour un condo à l'autre bout de la ville. J'ai hoché la tête, absorbant l'information. Leur grande scène avait disparu. Le monde qu'ils avaient construit sur une fondation de secrets et de privilèges s'était effondré. Je ne ressentais aucune joie dans leur chute, mais je ne ressentais aucune tristesse non plus. Je me sentais juste libre. Libre du poids de leurs attentes, de leurs déceptions et de leurs drames. Ma vie était un plan vierge maintenant, et pour la première fois,
j'étais le seul architecte tenant le stylo. Quelques semaines après le dîner de célébration, je vidais enfin les derniers cartons de mon ancien appartement. Au fond d'un placard de rangement se trouvait une petite boîte en bois parfumée au cèdre. C'était la boîte où grand-père Arthur avait l'habitude de garder ses outils spéciaux et ses bibelots. Mes parents me l'avaient donnée après son décès, probablement parce qu'elle était trop petite et simple pour leur goût. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. Je me suis assis par terre et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient les objets familiers de mon enfance. Un couteau à sculpter bien usé, une collection de pierres lisses du lac, sa vieille pipe, mais nichée sous une photographie délavée d'un jeune moi tenant un petit poisson, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. C'était une épaisse enveloppe de couleur crème scellée avec une goutte de cire. Mon nom était écrit sur le devant avec l'écriture stable et familière de mon grand-père. Éric. Mes mains tremblaient alors que je brisais soigneusement le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre de plusieurs pages, écrite sur du papier à lettres lourdes. Mon très cher Éric, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et cela signifie probablement que tu es à la croisée des chemins. J'écris cette lettre non pas pour te dire au revoir, mais pour te donner une carte pour la route à venir. Je t'ai observé toute ta vie. J'ai vu ton bon cœur, ton esprit vif et la force tranquille que tu gardes cachée du monde. J'ai aussi vu comment ta famille te traite. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, Éric, mais ils sont aveugles. Ils sont aveuglés par l'orgueil, par l'ambition et par un besoin désespéré de projeter une image de succès. Ils aiment ton frère pour ce qu'il représente, mais ils n'ont jamais pris le temps de te voir pour qui tu es. Je crains qu'ils n'essaient d'utiliser ta bonne nature contre toi. Ils verront ta gentillesse comme une ressource à exploiter et ton silence comme un consentement. C'est pourquoi j'ai arrangé mes affaires comme je l'ai fait. Le chalet est à toi et à toi seul. C'est ton sanctuaire, un endroit où tu peux être entier. Mais le fonds fiduciaire, c'est différent, ce n'est pas un cadeau. C'est un outil. C'est un bouclier. Je t'en ai donné le contrôle, non pas pour te farder, mais pour te protéger. Je savais qu'un jour l'ambition de Léo dépasserait ses ressources, et je savais que tes parents chercheraient le chemin le plus facile pour résoudre ces problèmes. J'ai fait en sorte que ce chemin mène directement à toi. Je t'ai donné le pouvoir non pas pour que tu puisses les blesser, mais pour qu'ils ne puissent pas te blesser. Ils ne respecteront tes limites que s'ils y sont forcés. Le fond est cette force. C'est le mur qu'ils ne peuvent pas escalader, la porte qu'ils ne peuvent pas enfoncer. Cela te donne un levier, un concept que ton père et ton frère comprennent bien mieux qu'ils ne comprennent la gentillesse ou l'équité. J'ai dû arrêter de lire, ma vision brouillée par les larmes. Il avait su tout du long, il avait tout vu et il avait planifié pour ça. Il ne m'avait pas juste laissé un héritage. Il m'avait laissé une stratégie. Il m'avait laissé une armure. La lettre continuait, « Protège-toi d'abord, mon garçon. Construis ta propre vie selon tes propres termes. Ne laisse pas leur chaos devenir le tien. Ne t'immole pas par le feu pour les garder au chaud. Un jour, tu comprendras la différence entre le pardon et se laisser marcher dessus. Un jour, tu trouveras ta voie. Quand ce jour viendra, n'aie pas peur de l'utiliser. Le plus grand héritage que je puisse te laisser n'est pas le chalet ou l'argent. C'est la liberté d'être l'homme que j'ai toujours su que tu étais. Avec tout mon amour, grand-père Arthur. J'ai plié la lettre, mes mains tremblant. Tout ce temps, je pensais avoir mené cette bataille seul. Mais il avait été là, sa sagesse et sa prévoyance me guidant, un ange gardien fait de cèdre et d'acier. Mes actions n'avaient pas été un acte de vengeance. Elles avaient été l'accomplissement de son dernier souhait. Il ne s'agissait pas de les démolir. Il s'agissait enfin de me construire. Aujourd'hui, je suis debout sur le balcon de mon nouvel appartement. Ce n'est pas immense, mais c'est à moi. Il donne sur un petit parc. Et d'ici, je peux voir le squelette d'acier de la nouvelle bibliothèque s'élever contre l'horizon. Ma bibliothèque, mon projet. Chloé est à l'intérieur, fredonnant avec la radio pendant qu'elle nous fait du café. Sa présence est une chaleur tranquille et constante qui remplit chaque coin de ma vie. Le bruit constant du drame de ma famille a été remplacé par le silence confortable d'une vie partagée, le rythme facile d'un partenariat construit sur le respect mutuel et l'affection véritable. Je pense parfois à ma famille. J'entends des choses par le téléphone arabe. Mes parents s'adaptent à leur vie plus petite.
Léo essaie de recommencer, travaillant dans un emploi au salaire modeste pour une autre entreprise. Je ne sais pas s'ils ont changé. Je ne sais pas s'ils le feront jamais. Et j'ai réalisé que ce n'est pas mon problème à résoudre. Je ne les ai pas coupés de ma vie avec malice. J'ai juste arrêté de signer mon nom à leur chaos. J'ai arrêté d'être la solution à des problèmes que je n'avais pas créés. Mon père a essayé de me contacter il y a quelques mois par l'intermédiaire d'un avocat suggérant une sorte de médiation, une réconciliation potentielle. J'ai poliment décliné. Le pardon est une chose compliquée. Peut-être qu'un jour je trouverai une version de celui-ci qui fonctionne pour moi. Mais le pardon et la réunion sont deux choses très différentes. On peut pardonner à distance. On peut souhaiter du bien à quelqu'un de l'autre côté d'une limite saine et bien entretenue. La lettre de grand-père Arthur est encadrée sur mon bureau. Je la lis souvent. Elle me rappelle que ma force n'est pas née au moment où j'ai riposté, mais a été forgée au cours d'années d'observation silencieuse, d'apprentissage, de survie. Le chalet du lac Marleau appartient maintenant à la famille Miller. Ils m'envoient une carte de Noël chaque année avec une photo de leurs enfants pêchant sur le quai. Le voir entre leurs mains, aimer et apprécier, m'apporte une paix que le garder ne pourrait jamais m'apporter. Le protéger ne signifiait pas le garder. Cela signifiait le laisser partir. J'ai appris que certaines fins ne viennent pas avec un grand claquement de porte. Elles s'installent tranquillement comme la poussière après une longue respiration profonde. Elles arrivent avec le doux clic d'une vie qui vous appartient enfin et pleinement. Je m'appelle Eric et je suis l'architecte de ma propre paix. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. No, let me try your healer tactic. The fucking other person that you use. I didn't even see where Hulk was. Oh, he was so far away from me hitting me. Fucker. I love you, baby girl, but fuck. Fucking hell. My time to shine. Lights out. We'll have to keep fighting until we have a winner. Sorry, Lightning, we're so far. Stay on point! Why the fuck? I'm a fart. No, you're fine. I hopped off point. I just put the blame on everyone else. You want to switch? Unless you want to switch. You're the healer. You're the main healer. Only got 2,000. Okay. We are cloak and dagger.
I'm Luna Snow. We I got need to a fight to get on. So we Be your are. best self. Let's raise the fire and the fire to the Luna Snow. Like stars. the moon, I shine in darkness. Would carry us heavy. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? I'd rather make music than do anything else. Except be a superhero. Enemy ahead. Prepare to engage. I just get lasered. I'm back in the fight. Capture the mission area. It's just I keep on dying from the people. It's always Hulk that kills me. Not bad. There's always a spark of light in darkness. A cloud of light.